Réveillez-vous. Réveillons-nous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, parce qu'ici, l'avocat général a essayé de vous endormir. Et il faut regarder réellement les choses de cette affaire, regarder réellement qui elle est. Elle, Inès Thomas, et pas un autre, pas une jurisprudence antérieure. Elle, Inès Thomas. Maintenant, il faut que vous m'écoutiez, parce que vous allez aujourd'hui prendre une décision grave. Grave pour la justice, évidemment. Grave pour la société, vous l'avez entendu. Grave pour Madame Thomas, devant vous. Alors le droit, toujours du droit, encore du droit, mais l'avocat général n'ignore pas que Ulpien définissait le droit comme l'art du bon et de l'équitable. C'est comprendre, pas dire, comprendre qu'il y a des événements ici, indépendants de la volonté d'Inès, des forces extrêmes qui ont pris le contrôle de son corps, de sa psyché. Et au moment où elle porte les coups à son mari et qu'il meurt, elle est encore endormie. Sa conscience est éteinte et elle se réveillera. Elle se réveillera, l'alarme, comme vous l'a dit l'avocat général, sonnera un peu trop tard, devant ce qu'elle ne comprendra pas. Et c'est là qu'il faut écouter, qu'il faut s'attarder quand elle vous dit « Qu'ai-je fait ? Je ne comprends pas. Ai-je tué ?» et qu'elle se rend elle-même à la police. Tout comprendre pour bien juger, tout comprendre pour juger une vie humaine. Parce que Madame Thomas, elle a vécu tous les sentiments possibles, elle a connu tous les stades. La perte de sa mère, la dépression, le suicide, la solitude, où vous vous dites « Est-ce que je suis nécessaire à quelqu'un et à la société ?» Tout s'est obscurci, ses repères se sont brouillés, et c'est là qu'un homme, un gourou qui n'est rien, mais pourtant qui a fait tout, décide de la prendre sous son aile, de l'aider à se reconstruire, et c'est là que commence, pas la contrainte, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, non, pas la contrainte, l'emprise mentale, l'aliénation. Il lui a tendu le secours qui la sauvera de son malheur. Dans son cauchemar, il est venu la réveiller et la rendre dépendante de la secte. C'est là que se loge le travail de la justice. Quand on remarque qu'un ensemble de choses, qu'un ensemble de paroles, qu'un ensemble d'événements d'un simple homme peut changer la destinée de beaucoup, et ici d'une femme qui ne prédestine rien. Un maillage très fin, comme un filet à papillons qui enferme une personne dans une perte de lucidité progressive. Tout ce que prouve Inès Thomas, c'est qu'elle n'a plus le discernement nécessaire au moment où elle agit. Et puis, le maillage dont je vous parle, c'est tout d'abord la séduction. Oh, quelqu'un s'intéresse à moi, quelqu'un est là pour moi, chaque jour, pour m'aider au quotidien, qui me soutient. C'est lui, ma référence. Puis vient la dépendance, l'isolement, l'éloignement, les sacrifices importants sur les plans psychologiques et matériels. Madame Thomas, elle n'est plus à l'abri, elle n'est plus avec son mari. Elle donne presque l'intégralité de ses revenus à son gourou. On voit bien qu'il y a une suggestion derrière. Puis vient la reconstruction, le renforcement. Comme elle n'a plus de repères, comme elle n'a plus d'image, comme elle n'a plus d'habitude, il faut en reconstruire. C'est celui du gourou, c'est celui de la secte. Construire de nouveaux repères, démolir les anciens. La relation sexuelle exclusive que cette femme a avec cet homme, avec ce gourou, elle doit vous alerter, elle vous met la puce à l'oreille. Femme mariée pourtant, sa vie, son cadre, son repère, c'est la secte, c'est cet homme qu'il y a enfermé psychologiquement. Et parce qu'il faut du juridique, Monsieur le Président, et nous en avons, on ne peut retenir ici l'homicide volontaire, le meurtre énoncé à l'article 221-1 du Code pénal.
car il est certain désormais que l'aliénation mentale qu'elle a subie, l'emprise sectaire, remet en cause un terme qui n'a pas été cité, l'animus necandi, la volonté d'obtenir la mort d'autrui, au moment où son mari l'empêche de sortir, de rejoindre le seul schéma psychique qu'elle connaît, la seule famille qu'elle pense avoir, le gourou. Elle voit rouge et elle se dit « Je vais détruire l'obstacle qui est devant moi ». Elle est dépendante, elle y voit une menace. Et là se produit l'ultime, la crise de folie, l'altération du discernement. Elle perd le contrôle, cette crise d'angoisse qui poursuit l'état second. De plus, l'intention et la conscience de donner la mort, elle ne peut ici être retenue. Elle ne peut être retenue effectivement parce que dans des jurisprudences constantes de la Cour de cassation du 13 novembre 90, du 16 juin 1991, l'intention se prouve par l'utilisation d'une arme dangereuse et l'atteinte dans un endroit vital du corps. J'ai pris mes notes, j'ai écouté l'avocat général, parlons-en. Ici, on ne parle pas d'une barre de fer, on ne parle pas d'un couteau, on ne parle pas d'une arme à feu. On parle d'une arme improvisée sur le tas, une arme de destination, un bâton de molki, qui fait même pas 10 cm de long, même pas 4 cm d'épaisseur. Et c'est là, parce qu'on vous l'a dit, qu'elle le frappe, qu'elle le frappe, qu'elle le frappe, et qu'elle le refrappe encore. Mais à ce moment-là, elle aurait pu se frapper elle-même. Elle aurait pu frapper l'enfant qu'elle portait. Elle aurait pu frapper par terre. Qui vous dit qu'elle n'a pas frappé par terre? Qui vous dit qu'elle n'a pas frappé partout? Elle a voulu porter un coup à son mari pour s'en aller, pour se retrouver. Et il n'y a pas, dans ce qu'on voit dans l'homicide volontaire, il n'y a pas « j'ai tué ». J'ai tué, je l'ai fait, ça y est. Et je passe à autre chose. Non. Là, Inès se dit « il est mort ». Est-ce que c'est moi qui l'a fait? Moi, je vous demande de retenir, à l'aune de l'article 222-7 du Code pénal, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas la portée de ses actes. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. En voulant vivre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, elle est morte parce qu'à un moment, elle retrouve son esprit. Quand elle tue celui qu'elle aimait, elle a été privée de tout ce qu'elle était pour commettre cet acte-là. Et elle revient à son esprit devant cet acte-là, Monsieur le Président. Se dire qu'elle ne pourra jamais lui parler, que le dernier son de sa voix, ce sont ses cris, que la dernière chose qu'elle a vue chez lui, c'était sa peur. Posons-nous la question de savoir si une personne aussi fragile, qui a subi une telle emprise mentale, peut-elle encore rester apte? Qu'elle peut encore rester consciente? Y a-t-il la volonté de donner la mort? Et moi, aujourd'hui, je fais un appel. J'ai envie de la considérer comme une victime, parce qu'aujourd'hui, l'avocat général, l'opinion, peut-être vous voulez lui retirer ce terme de victime. Et pourtant, ô combien elle en est une. Lorsqu'on dresse le bilan de cette femme, on annihile l'once de réputation, d'humanité qu'il resterait à Inès Thomas. On veut la mettre à l'ombre, alors même qu'elle ne comprenait plus rien. Regardez-la dans les yeux, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, regardez-la dans les yeux, et vous verrez deux morts, elle-même et celle de son mari. Parce qu'ici, c'est une tragédie qu'on juge, pas la tragédie que vous voyez un samedi soir dans un beau théâtre parisien, dans la tragédie de la vie réelle, de la vie humaine. Je ne vous parle pas du doute que j'essaie de vous intimer, le doute des faits vous intime, le doute de la peine, le doute de la totale culpabilité. Je demanderai à la Cour d'étudier une peine en deçà de 10 ans de prison pour l'aider à se reconstruire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, regardez chaque recoin des faits.
et ne vous censurez pas.